Bonjour, donc je suis Frédéric Mahler, je suis enseignant en SVT à la retraite et je suis ornithologue depuis tout petit, depuis l'âge de 10 ans à peu près. Et autrement, j'ai eu des responsabilités, donc j'ai été président du CORIF, le Centre ornithologique d'Île-de-France, puis délégué régional de la LPO Île-de-France, et je suis encore administrateur de la LPO France. Et autrement, mon domaine de prédilection, c'est l'ornithologie urbaine, depuis assez longtemps. Et j'ai en particulier coordonné l'établissement et la parution de 2 atlas des oiseaux nicheurs de Paris et du Grand Paris. Donc là, le plus simple est de se limiter à l'exemple mieux connu, qui est donc Paris intramuros, donc Paris, le territoire de la ville de Paris, moins les 2 bois, donc les bois de Vincennes et bois de Boulogne. Donc c'est 87 km², donc c'est un centre hyper urbain. Nous, quand on a fait le premier atlas, on aurait parié sur à peu près une quarantaine d'espèces d'oiseaux qui nichaient dans Paris. Et en fait, on en a trouvé 60. Donc 60 espèces d'oiseaux qui se reproduisent dans Paris, sachant qu'à côté de ça, il peut y avoir des tas d'espèces qui passent à Paris en migration. Là, on a dépassé les 200 espèces d'oiseaux observées à Paris. L'endroit où il est plus facile de voir des espèces d'oiseaux différentes, c'est aller dans les parcs urbains. Donc plus le parc est grand, plus il y a des chances de trouver des oiseaux. Donc par exemple, par début de Chaumont, il y a une trentaine d'espèces d'oiseaux qui se reproduisent. Au cimetière de Père-Lachaise, qui est le plus grand espace vert intramuros, pareil, on est dans ce sort de grandeur, 25 à 30 espèces d'oiseaux. Il y a autrement des oiseaux qui sont spécialisés sur les bâtiments. Donc le moineau, le martinet, les hirondelles, le faucon cresserelle, etc. Et puis il y a des oiseaux qui occupent les zones humides, enfin, l'eau, donc que ce soit les bords de la Seine, le bord des canaux, ou bien des pièces d'eau dans les parcs. Donc là, on a effectivement aussi une dizaine d'espèces d'oiseaux aquatiques. Depuis le début du XXe siècle, là, en gros, il y a 2 fois plus d'espèces d'oiseaux qui nichent dans Paris, maintenant qu'il y a un siècle. Et une espèce qui s'adapte à la ville, c'est essentiellement une espèce, pour la plupart du temps, qui se porte bien à la campagne, qui a à peu près saturé le milieu naturel et qui, pour trouver de la place, eh bien, n'a bien comme moyen que de s'établir en ville. Est-ce qu'on a des informations depuis longtemps, en définitive, qui permettent de connaître cette évolution dans Paris? Les données ornithologiques en général, sur Paris, on a la chance d'avoir eu un ornithologue en 1870-75, donc on a des données crédibles, donc on sait qu'il y a certaines espèces aujourd'hui banales dans Paris qui n'existaient pas à l'époque. Il n'y avait pas de maison charbonnière dans Paris en 1870, en tout cas pas nicheuse. Beaucoup plus récemment, il n'y avait pas de corneille dans Paris jusque dans les années 70. Quand on dit qu'effectivement le nombre d'espèces a à peu près doublé en un siècle, on a des éléments pour le dire. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des espèces qui pouvaient être communes à cette époque et qui auraient beaucoup diminué, même disparu? Pour les espèces qui ont disparu dans Paris depuis la fin du 19e, c'est essentiellement par l'évolution de Paris, parce que le Paris de 1870, c'était pas du tout le même. Hein. Ils allaient capturer des râles d'eau aux étangs de la Glacière. Donc dans le 13e arrondissement, évidemment, il n'y a plus un étang. Donc le Paris était beaucoup moins construit. Enfin, il y avait des perdrix aux Champs-Élysées. Et depuis que le Paris, urbanistiquement, ressemble à peu près au Paris actuel, il n'y a pas eu beaucoup de disparition d'espèces. Par rapport au mode de transport, il y avait beaucoup de chevaux, de carrières à chevaux. Il y avait même le crottin de cheval, des choses comme ça. On peut imaginer que ça attirait des insectes qui n'existent plus aujourd'hui. Alors le crottin de cheval, enfin, la disparition du cheval comme moyen de locomotion a effectivement, très certainement, on n'a pas de chiffre, a très certainement contribué à la chute du moineau il y a 80 ans. En tout cas, à Londres, ils ont des chiffres, et là, on voit très nettement l'abandon du cheval. Non pas pour des insectes, mais l'intérêt du crottin de cheval pour les moineaux, c'est qu'il y a des graines dedans. Il y a des espèces qui ont disparu, ou à la limite de la disparition, c'est actuellement, depuis une vingtaine d'années, pour plusieurs raisons, mais il y en a une, c'est assez emblématique parce qu'on n'y pense pas souvent. C'est des espèces qui nichent dans Paris et qui vont se nourrir à la campagne. Et le fait que Paris s'étende, enfin, le Grand Paris s'étend de plus en plus, la campagne est de plus en plus loin, et donc ils abandonnent de faire les allers-retours
quotidien. Il y avait une espèce, il y avait le corbeau-freux qui a niché jusque dans les années 50 sur le bord de la Seine, au Châtelet. Et le choucas a disparu de Paris, sans doute essentiellement à cause de l'extension de la ville. Alors, il y a un oiseau emblématique dont on parlait tout à l'heure de la ville également, c'est le martinet. Est-ce que cet oiseau-là trouve encore à nicher facilement dans Paris? Alors pour le martinet, on a quand même pu observer une chute approximativement de 50% des effectifs. Donc là, c'est vrai que c'est une espèce qui souffre de la rénovation, même puisqu'il niche. C'est une espèce qui niche dans n'importe quelle anfractuosité élevée. La deuxième cause qui me semble là aussi la plus importante, c'est la disparition des insectes. C'est un oiseau qui est évidemment strictement insectivore, qui peut aller chasser loin, mais le problème n'est pas forcément en ville, parce que lui, ça, il n'hésitera pas. Alors là, 10, 20, 30 km pour aller se nourrir, ça lui fait pas peur. Mais justement, les insectes à la campagne disparaissant beaucoup aussi. Donc c'est sans doute une des causes principales de disparition du martinet, là aussi dans les grandes villes, Paris n'étant pas un cas unique. J'allais dire, l'emblème de Paris, c'est quand même plutôt le moineau domestique, le piaf, hein, c'est pas pour rien qu'il dit piaf s'appelle comme ça, enfin la prise standard. Donc là, c'est une cohabitation qui remonte bien avant la ville, hein, parce que on pense que c'est une cohabitation qui vient du néolithique. Mais effectivement, le moineau domestique, là, est une espèce qui est entièrement dépendante maintenant de l'humain. Qui apparaît dès que les humains apparaissent dans un endroit et qui disparaît dès que les humains disparaissent d'un endroit. Et donc là, il y a un gros enjeu, parce que dans toutes les grandes capitales européennes, en tout cas, et pas seulement, depuis le changement de siècle, ou un peu avant, un peu après, il y a des grosses chutes d'effectifs de moineaux. En particulier donc à Paris, on fait une étude depuis 2003 et on a à peu près 75% de baisse des effectifs en 15 ans. Donc, ce qui est d'autant plus important, c'est que justement la ville est le milieu principal des moineaux. Le moineau domestique, les causes, on peut les résumer. Donc c'est un gros problème, une grosse question qui n'est pas entièrement résolue. Et de toute façon, il n'y a pas une réponse simple. Mais la cause principale sur laquelle on est à peu près tous d'accord, quel que soit le pays où ça se passe, c'est ce qu'on peut résumer sous le terme de gentrification. C'est-à-dire que quand le centre des villes était en général souvent appauvri, abandonné, enfin les beaux quartiers ils sont souvent à la périphérie. Et ensuite, il y a eu une reconquête du centre des villes avec une augmentation. Le prix du mètre carré à Paris a été multiplié par 4 en quelques décennies. Et donc à ce moment-là, on fait des beaux immeubles propres, et des beaux espaces propres. Donc il n'y a pas de trous dans les murs, il n'y a pas d'herbe folle qui pousse. Donc il n'y a rien à manger pour le moineau, il n'y a pas d'endroit pour se nourrir, il n'y a pas d'endroit pour se reproduire, pour faire son nid. Le moineau fait son nid dans des trous de bâtiments. Donc, et c'est pareil pour le martinet, c'est pareil pour ce genre d'espèces. Donc en gros, la cause principale tourne autour de ça. Là-dessus peuvent se rajouter des causes supplémentaires qui peuvent varier d'un endroit à l'autre. Mais le moineau disparaît de quasiment toutes les grandes capitales européennes, sauf Berlin. C'est-à-dire que ça serait dû en fait à la modification du bâti lui-même. Du bâti et de l'urbanisme. Il faudrait moins nicher en définitive. Alors, il y a les deux causes, hein. Il y a la nidification et la nourriture. Ma petite idée, on n'a pas la preuve, ma petite idée, c'est que la disparition des trois quarts des moineaux, c'est plutôt dû à une disparition de la nourriture. Donc, par disparition des friches, il n'y a plus de friches maintenant dans Paris, enfin des grandes friches. C'est pas très étonnant, mais enfin, il y avait des grandes friches et elles ont disparu, donc il n'y a plus la végétation ni les insectes qui vont avec. En revanche, le gros enjeu des années à venir, avec l'isolation thermique des bâtiments qu'il faut faire, elle se fait essentiellement par l'extérieur, et l'isolation thermique par l'extérieur, c'est mettre 15 cm d'isolant sur les façades et donc boucher tous les trous. Et donc si on ne fait rien d'autre que ça, là la population de moineaux va continuer, là va vraiment disparaître, cette fois-ci à cause des sites de nidification. En ville, enfin pour le pigeon, alors pareil, attention, hein, il y a 3 espèces de pigeons qui vivent dans Paris, il ne faut pas les mélanger. Enfin, en général, quand on se plaint des pigeons, c'est des pigeons domestiques, quoique sur les carrosseries de voitures en ce moment, c'est des pigeons ramiers. Et les pigeons domestiques, c'est clair qu'il n'y a rien à faire tant qu'ils sont trop nourris. C'est la nourriture le principal. Donc,
Et en particulier, il y a souvent une méconnaissance du rôle de ce qu'on appelle les pigeonniers contraceptifs, qui sont essentiellement un but pédagogique, qui est de décrisper un peu la situation et d'éviter la nidification des pigeons sur les bâtiments autour, mais ça ne réduit pas la population. Donc j'ai dit qu'il semblerait que la population de pigeons domestiques ait cessé d'augmenter, voire qu'elle diminue. Et si c'est le cas, c'est de toute façon plus l'effet des corneilles que d'autres mesures. Pour le pigeon ramier, bon, c'est un mauvais moment à passer, il faut penser à ne pas garer sa voiture sous un arbre en ce moment. Mais 15 avril, c'est fini. Le troisième pigeon, c'est le pigeon colombin, qui est une espèce extrêmement discrète, qui est souvent une grosse surprise, même pour les ornithologues, de découvrir ça. Qui est une espèce forestière, qui niche dans des trous d'arbres, et donc on en trouve dans quelques parcs où il niche encore dans des trous d'arbres. Mais il a découvert que les mitrons de cheminée, ça fait des jolis trous d'arbres. Et donc il niche pas mal dans les cheminées des bâtiments haussmanniens classiques. Mais là, c'est bon, voilà, s'il y a 100 couples, 100 à 200 couples pour tout Paris, c'est le maximum, donc c'est pas. Et alors lui, en plus, on le voit quasiment jamais à terre, parce que lui, il va entièrement se nourrir à l'extérieur. Un pigeonnier contraceptif, donc c'est les pigeonniers qui ont été, il y a une quinzaine de pigeonniers qui ont été posés comme ça, où les pigeons sont nourris, donc ils sont attirés dedans en les nourrissant, et on les appelle contraceptifs parce que quand ils pondent des œufs, on va secouer les œufs pour tuer les embryons dedans, mais pas retirer l'œuf, parce que si vous retirez l'œuf, comme n'importe quelle poule, elle en pond un le jour d'après. Donc il faut laisser l'œuf pour éviter que la femelle pigeon en ponde, et elles peuvent rester à couver très longtemps sur un œuf qui ne se développera jamais. Une espèce de rapace qui existe dans Paris depuis longtemps, donc le faucon cresserelle. Pareil, il n'a pas toujours été là. Il s'est adapté, semble-t-il, dans les années 50 à Paris. Donc un oiseau à l'origine de milieux ouverts à la campagne, et qui s'est aperçu qu'il pouvait faire son nid tranquillement sur les bâtiments parisiens. Et donc il niche là aussi facilement dans toutes les grandes villes. Un bel exemple d'adaptation, parce qu'il a un gros problème quand même, c'est qu'il se nourrit essentiellement de petits mammifères à la campagne. Et dans Paris, les campagnols, il n'y en a pas, et les souris, c'est pas facile à trouver. Et même les jeunes rats, il y a un peu de mal. Donc les adultes vont souvent se nourrir à l'extérieur de Paris pendant le reste de l'année. Mais au moment où ils ont des jeunes, il faut qu'ils fassent des allers-retours trop fréquents pour aller au bois de Vincennes, par exemple, ou encore plus loin. Et donc il s'est adapté à la capture de moineaux. Et donc, dans toutes les grandes villes, c'est pareil. Le faucon cresserelle ne peut se reproduire en ville que s'il a appris à chasser le moineau, au moins la période de reproduction de ses jeunes. Autrement, ces dernières années, on a vu arriver 2 autres espèces de rapaces dans Paris. Donc effectivement le faucon pèlerin qui, grâce aux mesures de protection, atteint des effectifs assez importants en France. Et donc là se retrouve confronté au fait qu'il n'y a pas de falaise en Ile-de-France, ou très peu. Et donc les bâtiments, les tours en particulier, ou les cheminées, ils servent de poste de nidification. Et puis il y a des pigeons, donc il a toute la nourriture. Et autre espèce, c'est l'épervier, qui là aussi est une espèce qui se porte globalement bien grâce aux mesures de protection, et qui s'est établi dans Paris il y a une dizaine d'années. C'est vrai qu'il a montré, là aussi, c'est une grande facilité d'adaptation, parce que donc il continue à avoir besoin d'arbres, mais les premiers couples qu'on a trouvés, c'était logiquement dans les parcs, de Chaumont, Montsouris, ou même dans une micro-forêt comme celle de la Bibliothèque de France. Mais il a même été capable de s'adapter à des cours intérieurs, donc là vraiment... Et on parlait du faucon pèlerin, alors c'est assez étonnant, parce que là aussi c'est quand même un oiseau de falaise. Est-ce que ça lui fait pas peur en définitive de nicher en ville ? Alors, l'édification en ville du faucon pèlerin, c'est quand même une grande tradition en fait. Aux États-Unis, il y en a depuis les années 50. Là, c'est des pèlerins qui sont venus par la Normandie. Et donc, plus les effectifs augmentaient, plus ils remontaient la Seine, de falaise en falaise, un couple par falaise. Et arrivé à la première falaise d'Île-de-France, c'est aussi la dernière. Et donc, après, il n'y a plus que des bâtiments. Et en fait, le pèlerin s'adapte très bien à la ville.
Les mouettes et les goélands, c'est deux histoires différentes. Les mouettes ne viennent qu'en hivernage en ville, parce qu'elles nichent dans des étangs, donc pas forcément très loin de Paris. Il y a les colonies de mouettes, les premières mouettes nicheuses, c'est à 10 km de Paris, mais il faut que ce soit des étangs. Donc elles ne nichent pas dans le milieu urbain proprement dit, en tout cas pas à Paris. Par contre, ceux qui nichent dans Paris, c'est des goélands, donc là, eux, typiquement marins à l'origine, et alors comment ils sont venus là, ils venaient, ça fait très longtemps qu'ils remontent la Seine en hivernage. Ils ont un régime alimentaire qui est quand même très, très varié. Par contre, depuis une trentaine d'années, ils ont réalisé que plutôt que de nicher sur des bords de falaises instables, les espaces entre les mitrons de cheminée des immeubles classiques ou haussmanniens, c'était pas mal. Et donc il y a des colonies. Est-ce qu'il y a des oiseaux finalement qui nichent pas, mais qui peuvent trouver refuge en dehors de la période de nidification? Alors il n'y a pas énormément d'espèces pour lesquelles Paris accueille des effectifs importants en hiver. Il y a deux exceptions, j'allais dire, 3 si on y rajoute les goélands. Mais donc effectivement la mouette rieuse. Là, il y a plusieurs milliers de mouettes qui viennent. Alors, je vais appeler ça l'hivernage, même si ça commence au mois de juillet, hein, mais en dehors de la période de reproduction. Et donc, elles peuvent venir de pas de loin, puisque je dis il y a des mouettes qui nichent à quelques kilomètres de Paris, mais elles peuvent venir de loin aussi. À un moment, il y a une équipe d'ornithologues qui suivaient de près les mouettes baguées, et ils avaient trouvé des mouettes venant de 20 pays d'Europe centrale et de l'Est. Hein, en gros, tous les pays, y compris dans un triangle, Finlande, Roumanie, Paris, quoi. Donc on voyait des effectifs hivernants, et souvent très rapidement. Il y a un oiseau qui était né en Pologne donc au mois d'avril-mai, qui s'était envolé vers le mois de mai et qui fin juin était à Paris, quoi, donc aux Tuileries, avec des habitués. C'était assez marrant. Il y a des mouettes connues comme ça. Il y avait une Lituanienne qui venait régulièrement aux Tuileries. Et autrement, il y a les cormorans aussi, un exemple un peu semblable. Donc, qui sont des oiseaux. Alors, il y en a qui nichent en Île-de-France, mais les cormorans qui nichent dans le nord de l'Allemagne, en Scandinavie, aux Pays-Bas, dans le Danemark, etc., descendent dans l'ouest de l'Europe. Et il y a deux gros dortoirs, plus plusieurs petits dortoirs, qui sont dans le Grand Paris, donc là, pas Paris intramuros, mais dans la petite ceinture. Et on a à peu près 1 millier 1500 cormorans qui viennent passer l'hiver dans le secteur. Et donc on en voit à la Villette ou sur la Seine, Pont d'Austerlitz. On voit des grands cormorans qui pêchent abondamment.